Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien sachez que moi non, ça fait un mois que je bosse sur cette vidéo. Je suis passée par différentes étapes, un premier plan que j'ai effacé pour refaire un nouveau plan, que j'ai filmé, que j'ai détesté, et du coup j'ai supprimé ma vidéo pour en refaire une. Et j'espère que cette fois c'est la bonne parce que là j'arrive un peu au bout de ce travail et je commence à être un petit peu épuisée. Donc on verra, si vous voyez cette vidéo c'est certainement que c'est bon. Si cette vidéo a été aussi difficile à écrire et à faire, c'est notamment parce que je me suis heurtée à des choses que je n'avais pas forcément vu venir au premier abord. En effet j'étais partie pour faire quelque chose d'un petit peu contextualisant avec un point de vue historique et puis revenir un petit peu sur ses œuvres, et je me suis rendu compte que finalement c'était quelque chose qui était fréquemment abordé et surtout que je me heurtais à quelque chose que je n'avais pas vu venir, à savoir le prestige de l'autrice qui est tellement immense que j'avais l'impression de ne rien connaître et de tourner en rond en fait sans jamais aborder un seul angle original. Du coup je suis partie de ce postulat et je me suis rendu compte que je ne devais peut-être pas être la seule à finalement être un petit peu dépassée par finalement cette image d'une autrice qui a une carrière tellement immense qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi lire tellement ça a l'air d'être un monument auquel on ne peut pas toucher. Du coup je me suis dit que ce serait finalement l'angle que j'allais aborder et j'allais finalement me poser la question, est-ce qu'en 2024 on peut lire Moto Hagio et trouver des éléments pertinents, ou est-ce que c'est simplement une autrice qu'on doit regarder comme une autrice ayant amené des éléments patrimoniaux et en étant seulement tournée vers le passé? Est-ce que son œuvre a une telle modernité qu'elle peut encore aujourd'hui nous parler? Et c'est vraiment la question que j'ai envie d'aborder parce que je me demandais finalement qu'est-ce que le lectorat en 2024 peut trouver dans l'œuvre de Moto Hagio. J'ai commencé à me demander qu'est-ce qui rend finalement les récits de Moto Hagio si exceptionnels, si uniques et qui fait qu'on a envie de les lire. Le premier élément qui m'est venu, c'est finalement qu'elle porte un regard sur notre société qui est très juste, qui est très fin et dans lequel on retrouve des questionnements plus ou moins universels dans lesquels on peut se retrouver en tant que lecteur. Si Moto Hagio a pu être aussi valorisée, aussi mise en avant, aussi finalement mise sur un piédestal, c'est parce que la critique masculine, qui habituellement ne s'intéresse pas au shoujo, a trouvé quelque chose dans son œuvre. Et c'est ce qui est complètement paradoxal puisque finalement Moto Hagio a toujours eu à cœur d'aborder des problématiques sociales, culturelles, qui critiquait un petit peu ce système, et c'est le premier point que je vais développer, son regard finalement sur la société. Si on veut s'intéresser à la vision que porte Moto Hagio sur la société, un des premiers éléments qui me vient en tête, c'est finalement son regard sur le rôle et la place des femmes dans nos sociétés. Je pense en effet à l'histoire courte La Princesse Iguane, dans lequel elle nous raconte l'histoire d'une petite fille qui, dès sa naissance, a l'apparence d'un iguane. Elle est d'abord rejetée par sa mère qui va favoriser sa petite sœur qui elle a une apparence beaucoup plus standardisée, qui colle finalement aux attentes. Elle est mignonne, elle est blonde, elle a une petite tête de poupée, et en plus de ça au niveau de son comportement elle correspond aux attentes d'une femme à cette époque. Ne pas avoir trop de bonnes notes, ne pas faire trop de vagues, et en parallèle on a notre petite iguane qui ne correspond pas du tout à ces standards et fait tâche. Ainsi à travers cette histoire elle interroge le rôle et la place des femmes dans nos sociétés, elle le questionne, elle pointe du doigt finalement ce système qui forge les filles à devenir des épouses et des mères, et finalement propose une autre façon d'envisager cette féminité et peut-être des pistes vers lesquelles aller pour vivre d'une autre façon. Si en 92 Moto Hagio était extrêmement juste, extrêmement pertinente avec son histoire La Princesse Iguane, puisqu'elle dénonçait déjà les questions du patriarcat qui sont encore des thématiques que le féminisme aborde encore en 2024, elle l'est toujours puisqu'en 2011 elle a écrit une histoire qui s'appelle Nanohana et qui vient questionner un tout autre aspect finalement de notre société. Dans l'histoire courte Nanohana, Moto Hagio aborde un événement extrêmement traumatisant, extrêmement bouleversant, puisqu'elle parle de la catastrophe qui a eu lieu à Fukushima. C'est une des premières à avoir finalement pris sa plume pour écrire à ce sujet, et dans cette histoire elle se place du point de vue d'une petite fille, d'une adolescente en fait, qui a vécu cette catastrophe et qui essaye tant bien que mal de survivre, d'affronter finalement ce trauma et de vivre avec. À
travers cette œuvre, elle pointe du doigt la violence des événements, le choc du traumatisme et finalement mesure un petit peu l'impact du nucléaire sur nos vies, sur nos sociétés et questionne un petit peu la place de cela. Ces deux jeunes filles sont un véritable symbole puisqu'elles sont à la fois le symbole du traumatisme, du choc, mais aussi le symbole de l'avenir puisque notre jeune fille à Fukushima doit bien essayer de continuer de vivre, continuer de trouver un sens à sa vie malgré l'horreur de cette situation. Ce qui rend l'approche de Moto Hagio particulièrement intéressante, c'est que contrairement à d'autres personnes qui ont pu parler du nucléaire, je pense par exemple avec Akira de Otomo, Moto Hagio a choisi de placer le féminin au centre de son histoire. On retrouve ce parallèle donc entre ces deux jeunes filles qui sont omniprésentes. C'est d'autant plus important quand on sait que face à des catastrophes comme celle qui a pu se produire à Fukushima, les victimes les plus impactées sont très souvent les femmes, les enfants et que très souvent malheureusement c'est elles qui subissent le plus ces catastrophes sur le long terme et les dégâts qui sont causés par cela. Si ce sujet finalement du genre face aux catastrophes naturelles etc vous intéresse, j'ai mis en bio un article que j'ai lu, mais aussi finalement j'ai lu récemment, j'essaierai de le retrouver, un thread sur Twitter d'une personne qui faisait un témoignage en disant qu'au Japon justement suite à des séismes ou des tsunamis, les femmes n'osaient plus sortir de chez elles parce qu'elles savaient très bien qu'on était face à des zones de non-droit où en voulant aider finalement et participer à l'effort suite à ces catastrophes, il arrivait très souvent que ces femmes se fassent agresser finalement puisque comme c'était un petit peu le chaos, et bien certaines personnes se permettaient de profiter de la situation pour agresser finalement des femmes. Ainsi, en écrivant cette histoire, Nanohana, elle dénonce effectivement l'impact du nucléaire sur nos sociétés, mais contrairement à d'autres auteurs, elle vient aussi placer le féminin au centre et donner un rôle à ces femmes dans ces questions qui sont traditionnellement associées à la masculinité. Moto Hagio porte un regard juste sur nos sociétés, mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut s'intéresser à une échelle encore plus petite puisqu'elle vient rentrer dans une sphère encore plus intime de nos sociétés, à savoir l'échelle de la famille. En effet, dans son échange avec Rachel Thorne pour une interview, Moto Hagio renvoyait un email à la suite de leur échange pour rappeler que si la famille est un élément très important dans son travail, c'est notamment parce que elle a été fortement impactée par ces questions-là. En effet, elle a été dans une famille où on essayait à tout prix de rentrer dans le cadre d'une famille idéale et finalement c'est ce cadre qu'elle a toujours eu envie de questionner. Rentrer dans l'intime, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Je pense notamment à Autant en emporte la brume qui est un des premiers à finalement rentrer dans le cadre de la famille, mais ce qui est intéressant avec ce que fait Moto Hagio, c'est qu'elle va aller encore un petit peu plus loin en dénonçant certains aspects et en pointant du doigt de façon plus virulente encore ces problématiques là. J'ai déjà abordé la princesse Iguane pour parler justement du rôle du patriarcat, des standards de beauté etc, mais ici je vais plutôt vous parler du regard sur le lien mère-fille qu'entretient finalement les personnages de cette histoire, puisque c'est vraiment un des questionnements majeurs de cette histoire. En effet, dans notre histoire, la mère impose ses complexes, ses attentes à sa fille, quitte à l'écraser, quitte à la rejeter, quitte à être parfois violente finalement avec cette petite fille qui ne coche pas toutes les cases. Elle montre ici à quel point dans le noyau familial l'enfant peut finalement subir des violences, y compris de ses parents proches, et c'est quelque chose qu'elle abordera aussi de façon encore plus intense avec le titre Cruel God Reign. Ici il n'est pas question vraiment de patriarcat, quoique, puisque elle va dénoncer finalement des rapports encore plus abusifs, puisqu'on va parler d'inceste dans le cadre familial. Cruel God Reign est un titre qui n'est pas disponible malheureusement en France. En même temps c'est un titre qui je pense est quand même un petit peu complexe et peut-être pas le premier titre à publier de Moto Hagio en tout cas, puisque sur 17 volumes Moto Hagio parle de l'inceste d'un jeune homme par son beau-père. C'est un titre qui est particulièrement éprouvant, particulièrement difficile. Je ne l'ai pas lu mais j'ai lu beaucoup de choses à son sujet pour préparer cette vidéo et surtout j'ai vu des planches qui témoignent finalement de la violence de ces rapports, de la violence psychologique et physique que subit ce jeune homme. Moto Hagio n'hésite pas à pointer du doigt, à montrer à quel point dans le cadre d'une famille certains rapports peuvent être violents, traumatisants et difficiles pour l'individu, et c'est vraiment
avec beaucoup de finesse, qu'elle parle finalement de ces thématiques qui encore aujourd'hui sont tabous et encore très difficiles à aborder. Si Moto Hagio dénonce les travers de notre société, pointe du doigt le patriarcat et fait voler en éclats le modèle familial idéal, Moto Hagio franchit encore une étape supplémentaire en se plaçant à l'échelle de l'individu. Pour se placer à l'échelle de l'individu, on a dans le shoujo un outil très pratique qui s'appelle le monologue intérieur. En effet, grâce au monologue intérieur, on peut rentrer dans la psychologie du personnage, comprendre ses émotions, ses pensées et finalement comprendre toute la subtilité du personnage par le biais de ce procédé. Je pense notamment à Edgar dans le clan des Pots qui est un Vampanella, à savoir une sorte de vampire et qui a tous les avantages et les inconvénients de l'immortalité, à savoir finalement il est immortel, mais en parallèle il voit les époques passées, les années passées et est malheureusement toujours seul et ne peut toujours pas s'impliquer dans cette société qui avance sans lui. C'est un sentiment qui je pense est particulièrement universel et qui parlera encore en 2024 puisque dans notre société qui est finalement capitaliste où tout va très vite, tout est toujours en mouvement et on a toujours le sentiment de se faire dépasser par une nouvelle innovation, une nouvelle technologie où finalement on est toujours plus nombreux mais toujours plus seul, c'est quelque chose qui parlera finalement à un lectorat actuel. Le passage du temps est finalement une thématique assez universelle dans laquelle tout le monde peut se retrouver, mais ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'elle n'hésite pas à toucher à des sujets encore plus sensibles et finalement assez novateurs puisque à son époque, enfin l'époque de publication du Cœur de Thomas, c'était des sujets qui étaient peu abordés, à savoir les représentations queer et homosexuelles. En effet, dans le Cœur de Thomas, Moto Hagio pose la première pierre de ce qui sera plus tard appelé le boys love. Elle propose des représentations qui sont un petit peu différentes et je pense notamment à une histoire dans le clan des Pots que j'ai trouvé particulièrement bluffante. En effet, dans cette histoire on retrouve notre Edgar qui cette fois est peut-être un peu plus joyeux que d'habitude puisqu'il vit une nouvelle vie avec Alan dans lequel il a une petite fille qui s'occupe, qu'il a recueillie en quelque sorte et ils forment finalement un nouveau modèle familial où ils vivent tous les trois, ils sont heureux et épanouis. Et j'ai particulièrement aimé cette histoire puisqu'elle nous propose une autre vision de l'amour, une autre vision du couple et du modèle familial et j'ai trouvé ça encore une fois particulièrement intéressant et brillant. Par les thématiques qu'elle aborde, Moto Hagio est une autrice particulièrement moderne. Elle n'hésite pas à pointer du doigt des questionnements qu'on a encore aujourd'hui et des questionnements qui sont très importants et centraux dans notre société. C'est pourquoi je vous invite à vraiment vous intéresser au travail de Moto Hagio qui est vraiment incroyablement riche et qui n'est pas juste une relique du passé. C'est une autrice qui est encore en activité, qui a encore plein de choses à nous proposer et qui a le don d'oser écrire sur des thématiques sensibles, des thématiques importante et qui arrive à en parler de façon très juste. C'est ainsi que s'arrête cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, j'espère qu'elle est intéressante et qu'elle pourra sortir un jour et sur ce je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous regardez ça et voilà, salut!